Bonjour et bienvenue dans le Petit Cube. Voici aujourd'hui la phase 2, une phase qui nous permet de mettre à l'honneur des personnes qui ont fait, qui font ou qui comptent faire quelque chose qui sort bien sûr de l'ordinaire. Et là aujourd'hui, j'ai pas fait les choses à moitié puisque je vous présente une personne qui s'appelle Dorine Bourneton et on l'accueille tout de suite dans le Petit Cube. Bonjour Dorine. Bonjour, Comment ça va Dorine ? ça va très très bien. Bon, mais ça me fait bien plaisir. Alors, Dorine, si on parle de vous aujourd'hui, c'est pour évoquer un événement qui a bien marqué votre vie. Mais pour ça, il faut remonter dans le temps. Vous êtes une adolescente de 16 ans. Et pour vous, Roméo-Juliette n'évoque pas une histoire d'amour comme n'importe quelle adolescente. Roméo-Juliette, c'est autre chose pour vous. C'est l'immatriculation de l'avion dans lequel je me suis crashée. Je n'étais pas seule. Nous étions 4. 4 personnes, oui, à bord de l'avion. 3 personnes y laissent la vie. Et vous en sortez miraculé, mais avec quand même un petit gros problème, puisque vous perdez donc l'usage de vos jambes. Oui, bien sûr, puisque effectivement, à 16 ans, je découvre le fauteuil roulant, le handicap, je découvre toutes ces marches qui deviennent infranchissables, tous ces obstacles, le regard aussi qui change, alors que nous, profondément, quand on est victime d'un accident, qu'on vit avec un handicap, on n'a pas changé. On est la même personne. Et effectivement, je me retrouve confrontée à, enfermée dans un monde qui m'était totalement étranger. Je bascule dans un autre monde, le monde du handicap. Et là, c'est le choc. Parce que moi, Dorine, je n'ai pas changé. C'est pas parce que je vis dans un fauteuil roulant que je n'ai plus les mêmes envies, les mêmes rêves. Et ce rêve qui était chevillé au corps, qui était de vouloir devenir pilote, eh bien, je vais le poursuivre et en le poursuivant, montrer finalement, que j'étais restée la même, que je suis toujours Dorine. Déjà, c'est un beau témoignage de, je sais pas si on peut dire de force, de résilience. En tout cas, mentalement, c'est très fort ce que vous dites là, parce que certains baisseraient les bras. Vous avez toujours été fonceuse, le poing levé, en disant je vais quand même le faire. Alors, je pense que c'est sûr que vous vous remettez en question un moment. Vous dites oui, mais est-ce que les portes seront fermées? Et bilan, ça vous a ouvert pas mal de portes. Alors, si on fait un petit bond en avant, dans les années, l'aviation, du coup, de ce temps-là, vous étiez une toute jeune pilote, une apprentie pilote. Est-ce que vous avez arrêté l'aviation ? J'ai été contrainte d'arrêter le temps que je trouve la solution pour pouvoir piloter un avion sans les jambes. Sur des avions qui sont équipés de malonniers, de commandes manuelles de pilotage. Et à l'époque, je trouve cet avion adapté à mon handicap à Toulouse-Lasbord. Et donc, je reprends ma formation de pilote seulement 3-4 ans après mon accident, lorsque je découvre dans un article qu'il existe des avions adaptés de commandes manuelles de pilotage à Toulouse. Donc, évidemment qu'il y a eu une période de doute, puisque à l'époque, il y a 35 ans, on n'avait pas Internet. Trouver l'information, c'était pas comme aujourd'hui. Mais je me suis jamais, si vous voulez, arrêté de chercher, arrêté d'y croire, arrêté d'espérer. Et voler, pour moi, c'était quelque chose de très puissant qui allait me faire surmonter mon handicap, puisqu'aux commandes d'un avion, on retrouve sa liberté, on retrouve le fauteuil reste au sol et on redevient un pilote à part entière. Je suis impressionné. Je suis vraiment impressionné parce que j'ai moi-même un petit peu piloté et c'est vrai que j'aurais eu tendance à vouloir qu'on me rajoute des membres parce qu'il y avait j'avais l'impression qu'il y avait trop de choses à faire avec uniquement 4 membres et là vous me dites qu'avec 2 vous arrivez à faire plus que moi avec 4. C'est vraiment ça m'impressionne. Alors le parcours s'est suivi. Là du coup ça ne vous a même pas empêché de réaliser vos rêves. Ça les a peut-être un petit peu décalés dans le temps uniquement.
je les ai vécus différemment, dirons-nous, parce que moi, mon ambition, c'était de devenir pilote professionnel et je voulais utiliser l'avion comme un outil pour aller à la rencontre des autres et puis pourquoi pas transporter du fret, transporter des médicaments, des médecins, aller dans à la rencontre de populations qui vivent dans des régions du monde éloignées. Alors ça, je n'ai pas pu le faire, mais j'ai pris une autre voie, j'ai réorienté mon rêve, mais l'avion est resté le support, l'outil pour réaliser ce rêve. Alors j'ai plutôt participé à des rallyes aériens comme le Toulouse Saint-Louis du Sénégal, participé à des compétitions et jusqu'à me dire mais si je suis capable de faire tout ça, pourquoi pas aussi en faire mon métier. Et donc je participe à des missions de surveillance aérienne de feux de forêt en 2002. Et là, je me rends compte que les valides peuvent être payés, mais les handicapés bénévoles, parce que le métier de pilote est interdit aux handicapés. Donc là, je vais faire bouger les lignes, je vais mobiliser, je vais fédérer, je vais porter la parole pour faire en sorte que l'on adapte les textes, qu'on modifie la législation pour rendre ce métier possible, accessible aux personnes handicapées. C'est peut-être parce que avant vous, ça n'existait pas et on n'imaginait pas cela possible. Et c'est peut-être vous qui avez fait évoluer les choses en prouvant que c'était possible. En prouvant, puis en ayant l'audace aussi de dire, mais oui, on est là, on peut être là, ça peut exister, allons-y. Mais il fallait avoir l'audace de dire oui, c'est une voie qui peut être ouverte aussi aux personnes handicapées. Si à ce jour vous avez réussi donc à être celle que vous êtes, là maintenant vous avez carrément envie de faire passer le message parce que là dans un premier temps vous avez réussi à vous prouver à vous-même que c'était possible, mais maintenant vous aimeriez passer le message à d'autres personnes qui sont dans votre cas ou peut-être un cas moins grave aussi qu'en fin de compte c'est possible et du coup maintenant vous montez carrément sur scène. Oui, pour porter ce message que finalement on a tous des ailes, parfois bridées, brisées, atrophiées, blessées, mais elles sont là. Ayons la force de les ouvrir. C'est vrai. Voilà, donc ayons la force de se battre pour nos rêves, pour devenir ce que nous sommes déjà au fond de nous, de déployer nos ailes, d'ouvrir nos ailes. Et donc c'est depuis le mois de janvier, effectivement, je joue la pièce Voltige où je raconte mon parcours de femme pilote et comment j'ai surmonté les obstacles, comment j'ai cheminé, comment j'ai dit oui à la vie, comment je suis allée chercher aussi des réponses et voilà, c'est tout ce parcours que je partage sur scène actuellement au théâtre du Petit Montparnasse. Et je vous emmène dans mon aventure, tantôt on passe de tableau en tableau, on passe de ma cuisine où je rêve comme Adrienne Voland d'être la première, de devenir un jour la première des premiers, comment je participe à des missions de surveillance aérienne de feux de forêt, comment je me retrouve à voler au Salon du Bourget parmi les maestros du ciel. Voilà, c'est un spectacle plein de rire, de sourire, mais aussi empreint de force, d'émotion, d'une grande densité qui est portée par l'écriture d'Éric Métayer, un homme extrêmement talentueux qui a su mettre en scène et réécrire l'histoire pour en faire ce petit moment magique sur scène où finalement je porte tout au long pendant 1 heure et demie, je porte ce message de résilience et d'espoir et de vie
Et quels sont les retours du public après? Parce que j'imagine que les gens sont impressionnés parce qu'on a déjà vu dans des films une personne handicapée, mais qui, en fin de compte, ne l'est pas. C'est juste un rôle qu'elle joue. Ah oui. Est-ce que des personnes pensent que dans votre vie, dans votre quotidien, le vrai, je parle, hein, vous êtes une personne totalement valide ou est-ce que dès le début, elles se rendent compte que non, vous ne jouez pas un rôle, mais que vous êtes vous-même? Ah, c'est une question très, très pertinente parce que à deux reprises, à l'issue du spectacle, donc souvent le public m'attend pour voilà, c'est pour me féliciter, pour exprimer leurs émotions, pour partager leur propre expérience, parce qu'ils font des ponts, des parallèles. Et à deux reprises, des personnes m'ont regardé arriver sur mon fauteuil roulant avec des yeux, en écarquillant les yeux, en disant mais vous êtes vraiment handicapé? Eh ouais. L'actrice a vraiment. Alors en Ouais. fait, elles ont vu l'actrice plutôt que le handicap, et ça c'est merveilleux. J'ai posé la question parce que je m'en doutais. Je me suis dit, j'ai vraiment envie de savoir parce que on l'a vu, ben, par exemple, Intouchable, pour citer ce genre de film, mais il y en a eu plein d'autres de personnes qui jouent les handicapés, alors à un degré moindre parfois ou plus fort. Et puis, en fin de compte, évidemment, dans leur vie de tous les jours, j'oserais dire, heureusement, il n'en est rien. Alors vous, du coup, vous n'avez pas de mal, vous jouez même pas un rôle puisque vous jouez votre rôle, votre vie à vous. Oui, mais c'est après, donc il faut voilà, c'est aussi quand même une interprétation parce que je dois aussi aller convoquer, aller chercher des émotions, aller chercher des sentiments, tout en étant nuancé. Et ça, c'est un vrai travail d'acteur, d'actrice, qui m'a demandé beaucoup d'attention, beaucoup de concentration, beaucoup de travail, beaucoup d'heures de répétition, de préparation, beaucoup d'écoute du metteur en scène, d'Éric Métayer qui m'a coaché, qui m'a guidé. Comme finalement, je me suis retrouvée à travers cet exercice, un petit peu l'élève, comme je suis, j'ai été élève pilote, pilote de voltige, voyez. Et donc, et c'est vrai que j'ai traversé cette période d'apprentissage avec, je dirais, en ayant des moments de doute, bien sûr, ou des moments où je butais, où j'y arrivais pas, mais sans appréhension. Parce que je connais le processus de l'apprentissage, je connais le processus du dépassement de soi. En fait, il faut rien lâcher, il faut avancer, on répète, c'est pas bon, on recommence encore et puis un jour, le miracle se produit. Ça, par contre, en avion, ce que vous dites là, ça marche pas, hein. Et là, il faut que ça marche du premier coup en avion. Alors, pour vous reprendre, en avion, on n'est pas lâché tout de suite, on apprend avec un instructeur. Donc, ça procède, c'est le même processus en fait. On est d'abord avec un instructeur et tant qu'on n'y arrive pas, il est là, il assure la sécurité, la transmission, la confiance, la mise en confiance. Il y a quand même des similitudes. Oui, c'est vrai. Ce que je voulais dire, c'est qu'autant au théâtre ou à la télé, devant les caméras, quand c'est pas en direct, hop, on se trompe, on refait. En aviation, on peut pas trop se tromper. C'est là que je voulais en venir. Après, oui, l'instructeur est là, évidemment, pour remettre un petit peu dans l'avion dans le bon sens quand ça part dans le mauvais. Et à ce jour, donc, vous pilotez toujours. Vous êtes quoi, pilote de voltige, hein, c'est ça? Alors, du coup, j'ai arrêté le vol moteur. J'en avais marre du bruit de l'avion qui me cassait les oreilles, qui m'a rendu à moitié sourde. Ah, vous êtes passé donc au vol à voile. Au vol à voile. Et puis, vous savez, en avion, j'avais toujours peur de la panne moteur. Un jour, je me suis dit, mais c'est complètement idiot, autant passer carrément au vol sans moteur. Hein. Voilà. Donc, je vais apprendre à voler avec les nuages, à suivre les nuages, à voler avec les ascendances, les courants, et à apprendre à danser avec l'invisible. Ah, c'est magnifique. Mais, et du coup, par contre, vous n'avez pas une appréhension, parce que quand on a vécu ce que vous avez vécu, enfin, moi, je sais pas comment je serais, mais je pense que j'aurais toujours une appréhension en étant en l'air. Oui, mais on l'a toutes et tous cette appréhension. Même les meilleurs pilotes du monde ont toujours une petite appréhension avant le décollage. Alors effectivement, quand j'ai repris les commandes d'un avion après l'accident, j'avais très très peur, mais je me reposais sur mon instructeur. Il était là. J'ai mis plus de temps qu'un pilote qui n'a pas subi
un tel événement dans sa vie, un tel drame, un tel traumatisme, j'ai cherché le mot, j'ai mis plus de temps parce qu'il m'a fallu aussi l'apprivoiser. Mais je me suis toujours dit que j'avais plus à gagner en mettant ma peur de côté, en essayant de l'apaiser et au contraire, de l'utiliser comme une énergie, comme une force pour en faire quelque chose, que à me prendre la peur comme un prétexte, je sais pas si c'est le bon mot, mais de dire voilà, parce que j'ai peur, je vais pas le faire. Non, j'ai peur, mais j'y vais quand même. C'est ce qu'on appelle le courage. Et je crois que voilà, les grands pilotes ont tous en eux cette forme de courage qui est nécessaire aussi pour avancer dans la vie, finalement, qui que l'on soit, quoi que l'on fasse. Si vous aviez un message à passer à une personne qui a vécu, alors que ce soit en avion ou autre chose, hein, ce que vous avez vécu, qui a donc à peu près les mêmes conséquences, mais plus récemment, quel message vous lui passeriez pour son futur? Parce que son futur, vous l'avez donc vécu. Qu'est-ce que vous voudriez lui passer comme message? Ah, mais le message, c'est que bien sûr qu'on va douter, bien sûr que l'on aura peur, bien sûr qu'il y aura des obstacles qui vont nous paraître infranchissables, mais croyez, acceptez déjà. Je crois que le premier pas, c'est d'abord d'accepter ce qui nous arrive, de faire avec. On n'a pas le choix en réalité. Et si on lutte, on va être dans la douleur, dans la peine, et on va pas réussir à avancer, à faire le pas nécessaire qui va nous amener à faire un autre pas, puis encore un autre pas, et puis faire confiance à la vie. Voilà, il y aura peut-être une rencontre, un livre que l'on va lire, un podcast qu'on va écouter, où là on va entendre, il va y avoir une révélation, et on va se dire oui, pour moi aussi, il y a un chemin possible, une voie possible, mais ne jamais cesser d'y croire, et quels que soient nos rêves, nos ambitions, eh bien, elles peuvent être plus ou moins difficiles à atteindre, mais il y a toujours une voie possible, un chemin possible, et même si on va pas jusqu'au bout, ben tant pis, au moins essayer. Voilà, ce qui compte vraiment, ce n'est peut-être pas de passer la ligne d'arrivée, mais ce qui compte, c'est le chemin, c'est le parcours, c'est cette expérience qu'on va apprendre, c'est tout cet apprentissage que l'on va faire aussi tout au long de ce parcours et qui est d'une grande richesse. Et puis c'est un petit peu aussi des fois se fixer un but et au lieu de l'atteindre en ligne droite, ben, vous passez peut-être par des chemins un peu plus sinueux, mais vous allez y arriver ou en tout cas vous en approcher. Oui. C'est ce que vous avez fait. Parce Oui. que avant... Il y a rien de plus terrible que de rester au point mort, que de rester là où on est tombé. Oui, je dis souvent immobile dans un monde qui bouge. Et ce que je dis aussi souvent que le vrai gagnant, c'est pas celui qui tombe jamais, c'est celui qui tombe et se relève. La vie est un chemin. Et puis, on se rend compte que quand on atteint notre objectif, on se dit, bah, finalement, ce qu'on a préféré, ça a été le chemin, ça a été les rencontres, ça a été les expériences, tout cet apprentissage. C'est ça qui a été intéressant. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand on atteint un objectif, eh ben, on s'en fixe un autre. On veut encore aller plus loin et toujours continuer d'avancer. C'est ça, c'est ça. Chaque marche d'escalier, il y en a une autre après, et on essaye toujours d'en monter une de plus, gravir les échelons. Ça peut être pareil quand on est au travail, qu'on vise toujours un poste plus haut, et c'est ce que vous avez fait vous. Est-ce que vous pensez être arrivé au bout de ce que vous vouliez faire, ou est-ce que vous auriez d'autres envies encore à ce jour? Ah, mais écoutez, déjà la scène, le théâtre, c'est quelque chose qui me comble. J'avais envie de réenchanter ma vie. Et c'est vrai que sur scène, c'est un véritable partage avec le public, un véritable bonheur. Et j'espère que cette pièce va vivre et voilà, grâce à la rencontre avec le public, et que voilà, nous aurons l'occasion de parcourir la France pour se produire un petit peu partout. Donc déjà, voilà, mon souhait, ce serait que cette pièce vive dans le temps.
parce qu'elle est belle, parce qu'elle le mérite. Voilà, l'écriture est absolument magnifique. Et aussi, pourquoi pas, ben, moi, en ce moment, voilà, je vous ai dit, je me suis mise au planeur, je suis débutante, hein, et c'est quelque chose que j'adore aussi. Et voilà, envie de passer mon brevet de planeur. Et, et c'est un peu comme si je redémarrais à zéro, hein. Enfin, pas tout à fait, Oui. mais voilà, c'est un nouveau challenge également. Et pourquoi pas un jour la voltige en planeur. C'est vrai, c'est vrai. Sur quel type Voilà. d'avion vous voliez en voltige? Un Cap 10. Un Cap 10, d'accord, oui, 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 avec les ailes, les bouts arrondis, et arrondis de partout cet Oui, avion. Très sympa, très magnifique. sympa. Je les connais, les Cap 10. Ok, ben écoutez, en tout cas, magnifique témoignage de résilience, de résistance, d'opportunisme aussi, parce que il faut le dire, hein, vous avez su saisir les opportunités Bien quand elles se sûr, présentaient, parce que du coup, là, vous en avez eu moins, mais la moindre opportunité qui était là, voilà. vous avez, Mais voilà, la porte s'est ouverte. je crois que quand on vit avec un handicap, on apprend à observer. Observer. On observe plus que l'on ne parle. On écoute, on observe et quand voilà. C'est vrai que dans ma vie, j'ai beaucoup observé pour apprendre à saisir les opportunités, contourner les obstacles, les franchir. Et je crois que c'est une des forces que, que l'on développe lorsque l'on vit, qu'on est confronté à un handicap ou une faiblesse ou voilà un problème dont on apprend à observer, oui. En tout cas, c'est déjà une sacrée force, hein, de pouvoir en parler de cette façon. Alors, bon, ce spectacle, si on n'est pas à Paris, est-ce qu'on a espoir de vous voir un petit peu ailleurs en France, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest? Alors là, on se produit au théâtre du Petit Montparnasse jusqu'au 26 avril. Et ensuite, on sera à Avignon. Et Avignon, voilà, c'est là où viennent finalement les acheteurs, qu'on appelle les acheteurs, voilà les villes qui veulent voilà produire, enfin qui veulent prendre la pièce pour qu'elle se produise dans leur ville. Donc les directeurs de théâtre aussi également. Donc voilà, nous serons donc au Festival d'Avignon au mois de juillet. Eh bien, super. On espère en tout cas beaucoup de succès et j'espère que voilà, on aura attiré quelques oreilles avec cet épisode-là parce que c'est vrai que souvent on parle des personnes en fauteuil roulant ou avec des béquilles ou autres, mais on ne s'imagine pas ce qu'il y a derrière cette force, parce que vous, en tout cas, la force là, pour le coup, là, vous l'avez prouvé parce que vous étiez quasiment anéanti et vous êtes ressorti, je dirais pas plus forte, mais comme si rien n'était, en Ouais, fait, ouais, ouais. quasiment. Une force tranquille, on appelle ça. Oui, non, non, mais c'est vrai que C'est- parce que moi je cumule les handicaps quand même. Bon, il y a le handicap le fauteuil roulant. Je suis une femme, c'est pas forcément évident. Et aussi j'ai grandi et je viens d'un tout petit village de 1800 habitants qui s'appelle Noir-Étable, que j'évoque dans le spectacle. Et Noir-Étable, ça se situe dans le Haut-Forez. Et quand vous débarquez à Paris, que vous connaissez personne et que vous venez de Noir-Étable avec l'accent de stéphanois là, plus ou moins, c'est pas facile. J'imagine, c'est vrai que bon, les accents, Oui, parfois. ben oui, Bon, après, c'est pas éliminatoire d'avoir un accent, hein. Francis Cabrel, il tourne depuis des années, et il a son accent mais et en aucun cas il l'effacera, et puis on l'aime comme ça, d'ailleurs. oui, mais bon, je sais qu'à l'époque, on pouvait m'étiqueter très vite à cause de mon accent que j'ai perdu, mais je vivais ça comme un handicap, figurez-vous. Ah oui, à ce point-là. Ah oui. Mhm. Bah, vous connaissez pas l'accent stéphanois, c'est pour ça que vous vous doutez. Ce n'est pas très chantant. C'est vrai. Bon, écoutez, Dorine, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour ce témoignage et je vous dis en espérant que ça fasse naître peut-être des vocations ou en tout cas faire réagir des personnes qui pourraient éventuellement prendre contact avec vous pour vous demander comment vous avez fait. Merci beaucoup. Eh bien, c'est moi qui vous remercie. À bientôt, Dorine. Au
à bientôt. Au revoir. Voilà, vous l'avez entendu, on était à l'instant avec Dorine Bourneton dans le Petit Cube sur la phase 2, donc une phase qui est consacrée au portrait de personnes qui valent la peine qu'on parle d'elles. Et là, pour le coup, c'est vraiment le cas. Un gros témoignage rempli de force, rempli d'optimisme. Dorine Bourneton qui était au micro du Petit Cube à l'instant. Je vous souhaite de passer de très très bons moments à notre écoute et on se retrouve très vite.